Bonsoir tout le monde, merci d'être présents et nombreux. Le but, ça va être en fait de faire vraiment une discussion ouverte. Donc si vous voulez, même vous, participer, poser des questions, n'hésitez pas à lever la main, etc. On va essayer d'avoir un peu 5 grands thèmes que j'avais envie d'aborder sur le télétravail. Et on a fait venir un panéliste qui c'est assez divers. On a des grandes entreprises, des indépendants, et des visions aussi différentes du télétravail. Donc j'espère que on va pouvoir échanger là-dessus. Je vous propose de faire un peu chacun une présentation générale et votre avis sur le télétravail pour que chacun puisse se situer un peu vos positions. Bonjour, donc Manuel Emervin, je suis le DRH d'Airtight Inouï. Donc le télétravail, ça a été une demande d'une part de beaucoup de salariés. On l'a mis en place il y a 1 an et demi via une charte. Alors nous, on avait la faculté de déjà connaître le télétravail puisqu'on l'a déployé dans nos bureaux à l'étranger. Donc on le connaissait vraiment dans toutes ses formes. J'ai du full télétravail, j'ai du 1 jour par semaine, du 2, du 3, de tout ce qu'on peut imaginer puisqu'on a des salariés en France et aux États-Unis. Moi, je suis plutôt de la vision de dire que le télétravail, c'est quelque chose, c'est une flexibilité, mais je combats beaucoup l'idée que le télétravail, c'est des gens qui se planquent, parce que moi, je dis souvent à mes managers, t'as pas besoin d'être à la maison pour pas travailler, hein. Tu peux être aussi au travail et ne pas travailler. Donc, je pense que c'est surtout une relation de confiance. Donc, ça a mis du temps de notre côté à, on va dire, démystifier un peu cette approche du télétravail. Il y a aussi un effet de génération. Moi, je suis d'une génération plutôt récente, donc j'ai eu du mal à convaincre certains de mes managers qui sont à 5-10 ans de la retraite, qui comprennent pas ce mode opératoire. Le Covid nous a énormément aidés, ça c'est évident, parce que c'était devenu un levier. Mais c'est vrai que ça a mis du temps, et ça met encore du temps. On a à peu près 70% de télétravailleurs éligibles parmi la population que l'on a, donc j'ai beaucoup de métiers qui ne le sont pas. Mais c'est vrai que ça a mis du temps. Ça met encore du temps et je pense que c'est un travail tous les jours de continuer à convaincre. Nous, on est resté très limitatif. On est resté 1 jour par semaine pour l'instant. Mais ça porte ses fruits et ça fonctionne bien. Voilà. De manière globale, je répondrai aux questions après. Donc moi c'est Thibaut, donc je suis le directeur de Tahiti numérique et pour ma part je suis également très favorable au télétravail. Je partage pas mal de points qui ont été mis en avant juste avant. Moi j'aime toujours dire que je trouve que c'est un échec pour moi de voir des personnes partir à 16 heures pile. Parce qu'en réalité, ça signifie une chose, ça signifie 16 heures ou 17 heures pile l'heure des départs, parce que ça signifie tout simplement que la personne attendait qu'une seule chose, c'était de partir pile à l'heure. Et je préfère 100 fois ponder en fait sur une relation de confiance. Pour faire simple, on aura l'occasion d'en débattre, mais par exemple chez Tahiti Numérique, il n'y a pas une limite de télétravail. Le télétravail est illimité. Par contre, ce à quoi je crois, je pense qu'il y a quand même une nécessité de réglementation. Donc c'est pas parce que c'est illimité qu'on peut tout faire et qu'on peut aller dans tous les sens. Il faut quand même avoir un certain cadre pour que ça puisse se passer du mieux possible et qu'il puisse justement avoir une application de ce télétravail dans les meilleures conditions qui soient pour tous. Mais on aura l'occasion d'en discuter. D'en débattre. Ok. Du coup, moi, je suis Pierre Germont, je suis le dirigeant de Invest in Pacific. C'est une société qui comporte une dizaine de salariés. C'est important de le préciser, je pense, parce que dans le télétravail, je pense que le nombre de salariés a une importance, notamment quand on démarre sa société. Moi, mon avis, il est assez tranché, c'est que je suis pas proche de la retraite. J'ai l'esprit plutôt ouvert, mais je suis pas du tout favorable au télétravail, et notamment dans ma propre entreprise. Après, les autres entreprises, bien entendu, je respecte le choix de chacun. Donc, dans ce débat, je vais plutôt avoir un avis négatif sur le télétravail, vous le verrez, bien qu'il y a certainement des aspects positifs, et j'espère les entendre et les comprendre. Mais notamment, pour moi, il y a une grosse notion d'inégalité dans le télétravail, notamment face, on va dire, à l'aspect matériel de la chose. En effet, tout le monde n'a pas un espace de travail, tout le monde n'a pas la chance d'avoir le même équipement numérique. Alors, dans certains pays, la législation prévoit que l'employeur puisse prendre en charge certaines charges, mais en Polynésie, c'est pas le cas. Du coup, comme on est en Polynésie, je vais me focus là-dessus et pas parler de sens général. Et pour moi, il y a aussi une petite entrave à la culture d'entreprise
et etc. J'aurai l'occasion d'étaler un petit peu mon ressenti et ce que je pense de tout ça. Mais voilà, pour me présenter et que vous connaissiez directement ma tendance. Alors bonjour, moi c'est Tayamiti. Je suis en auto-entreprise depuis 2 ans, mais par le passé j'ai travaillé dans une start-up tech. On faisait du développement en intelligence artificielle, donc l'équipe était très jeune, moins de 30 ans. Et commençait avec peu de salariés et puis on est monté vers 30 salariés à un moment. Donc on a été confronté, pareil, pendant le Covid, à toutes ces questions de télétravail. Et puis parce que on était dans un environnement start-up, on était assez proactif pour proposer des nouveaux modes opératoires justement. Je trouve que c'est intéressant parce que la transition avec mon activité actuelle en tant que patenté, où là pour le coup c'est du télétravail sauf s'il y a d'autres solutions. Et pour moi, effectivement le télétravail c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup et c'est un luxe qu'on avait dans mon ancienne entreprise. Par contre, maintenant que je suis patenté et que c'est potentiellement du 100%, là j'ai un petit peu plus de réserve sur cette pratique au quotidien puisque dans mon cas, j'ai pas forcément réussi à bien séparer le travail et la vie personnelle. Et donc je trouve que voilà, tout est une question d'équilibre, mais je me positionne plus sur effectivement l'importance d'avoir un environnement de travail qui serait quand même séparé de la vie privée. Donc après on peut parler de nombre de jours, de choses comme ça, mais voilà en tout cas ma position. Bonsoir, donc Noémie, je suis la DRH de Coral Gardener. Donc Coral Gardener, c'est une association mais également une SARL qui est située sur Mooréa. Donc initialement, c'était une petite équipe de kitesurfers qui a monté Coral Gardener et on a pris énormément d'ampleur. Donc aujourd'hui, on est à peu près 70 salariés. Donc notre particularité, c'est qu'on est un peu sous format start-up. L'équipe est très jeune. On a donc des filiales en Thaïlande, à Fidji, une un peu plus proche à Hae, et là on va ouvrir aussi une branche à Bora. Donc on doit jongler effectivement avec toutes ces équipes qui sont un peu éclatées partout. On a mis en place du coup, alors on a beaucoup de freelance du coup. Au niveau contractuel, j'ai à peu près une trentaine de salariés. Et les autres donc sont en contrat freelance. Donc on part sur des objectifs, des choses effectivement à nous produire, à nous rendre. Donc tout ce qui est communication, philanthropie. Et toutes les semaines, en fait, on fait un grand JTM, ce qui n'est pas simple parce qu'il faut jongler avec les décalages horaires. Donc il y en a certains qui se lèvent à 2-3 heures du matin pour participer au JTM. Mais c'est important parce qu'effectivement, c'est compliqué avec le télétravail ou des personnes qui sont en freelance de garder une certaine cohésion et un même objectif. Là, alors, les 3 derniers mois, ça a été un petit peu une épreuve de feu au niveau télétravail puisqu'on était en travaux. Donc là, c'est tout le monde, tous ceux qui étaient basés sur Montréal, qui sont passés en télétravail. Et donc, je rejoins effectivement ce que tu disais tout à l'heure, c'est que ça ne s'applique pas à toutes les professions puisque nous, normalement, on a des équipes qui travaillent sur le terrain, nos gardeneurs, qui vont faire la restauration corallienne. Donc l'ordinateur, finalement, ils n'en ont pas vraiment besoin, si ce n'est pour la gestion de stock. Donc ça s'applique pas justement à ce type de profession. Après, ce qu'on a pu constater au bout de 3 mois, c'est que aujourd'hui, je sors d'une sortie cohésion et il y avait vraiment besoin d'une sortie cohésion. Donc voilà, ça s'applique pas à toutes les professions. Pas à toutes les personnes, il y en a certaines qui vont pas très bien le vivre parce que effectivement il n'y a plus le corporate. Donc nous c'était un régime de 3 jours donc sur Mooréa et 2 jours en télétravail. Alors je dis sur Mooréa puisque moi-même je suis Tahiti donc je suis concernée par le télétravail
Et moi, ça m'arrange bien. Et je vais garder ce régime d'ailleurs une fois que les travaux seront terminés. Parce qu'effectivement, il y a la contrainte bateau. On en discutera bien sûr tout à l'heure, je ne vais pas spoiler le reste. Mais c'est quand on a 1h30 de trajet matin et soir, c'est autant de temps qu'on n'investit pas en fait dans le travail. Et il y a la question aussi d'argent, puisque il y a le coût du bateau, le coût d'une autre voiture de l'autre côté sur Moorea. Donc moi, je suis en fait assez mitigée en fait. Enfin, je suis pas forcément pro télétravail. Je pense qu'il faut l'installer, mais vraiment l'adapter à la société. Ouais, je pense que c'est intéressant. On peut se poser la question de, selon vous, surtout dans l'entreprise, quelle profession est vraiment adaptée pour le télétravail et d'autres où c'est plus compliqué. Je pense qu'on peut être pilote. Oui, c'est vrai. Alors, chez RTTV, on est 700, j'en ai 180 qui sont éligibles. Okay. Donc, quand on enlève les navigants, les mécaniciens avions, les gens qui traitent les passagers à l'escale, ça va vite. Les agents de vente. Évidemment, tous les métiers qui sont en contact physique avec un client ou avec un outil de travail, ça peut être un avion, ça peut être autre chose, ne sont évidemment pas éligibles parce que, bien sûr, ce sont que les professions qui ont la capacité de l'être. Hein. Donc nous, quand on a fait la charte télétravail, on a respecté 3 choses. La première, c'est l'éligibilité. Donc on a travaillé beaucoup dessus. Qui est éligible, pourquoi? Et le principe de base, c'est d'être équipé. Donc tous les salariés de chez nous ne sont pas équipés en ordinateur portable. Ça, c'était le premier facteur. Le deuxième facteur, c'était la sécurité, parce qu'avec toutes les applications sensibles qu'on peut avoir, tant en termes de paiement qu'en termes de logiciels de réservation ou d'avion, il était hors de question que le télétravail allait créer une brèche dans le système informatique de la compagnie. Et le troisième aspect sur lequel on a beaucoup insisté auprès des salariés, c'est la réversibilité. C'est-à-dire que pour nous, il était hors de question qu'on s'engage sur quelque chose qui va durer 5-10 ans. Donc on a fait une analyse de nos pratiques sur la première année et il était prévu dans nos clauses qu'en cas de non-respect de la charte, d'abus du télétravail, de non-respect des plages horaires prévues, du non-respect des rendus, etc., cette clause de réversibilité s'activerait et donc les gens reviendraient en poste physique. Je n'ai activé aucune clause de réversibilité. Ce que tu es en train de dire, c'était au cas par cas. Au cas par cas, exactement. Voilà. J'en ai activé aucune parce que tout le monde a joué le jeu, tout le monde est conscient. Nous, on a beaucoup gagné notamment les conférences call du matin où on doit travailler avec Paris ou avec la côte est des États-Unis. Commencer une conf call à 7 heures du matin quand on vient de loin, c'est compliqué. Donc ça a apporté même une souplesse pour l'entreprise d'avoir cette disponibilité-là. Par contre, on était plus restrictifs. Nous, on ne tolère pas le télétravail à l'étranger, par exemple, clairement. Voilà. Si tu reviens de vacances, je n'autorise pas, par exemple, le télétravail qui est associé à un jour de congé juste avant ou juste après. Donc, on a mis des contraintes qui sont des contraintes de grands groupes, encore une fois, parce qu'on voulait offrir cette flexibilité, mais dans une relation qui est équilibrée. Donc, ça a mis du temps, mais je pense qu'on a trouvé notre équilibre. On vient de renouveler notre charte et on n'a eu aucune modification à faire. Voilà. Moi, j'ai une question et là, c'est pas un argument forcément contre. C'est du coup. Ce qui m'intéresse, moi, c'est, j'ai parlé d'inégalité, c'est que là, le groupe a créé une inégalité entre les travailleurs du terrain et les travailleurs de bureau. Comment ATN a fait pour gérer cette inégalité? Puisque moi, si je suis mécano d'avion et que je vois mes collègues de la compta qui peuvent rester chez eux en caleçon et s'occuper de leurs enfants et éventuellement même se libérer un peu de temps pour aller les chercher à l'école, pas payer la garderie. Comment cette inégalité a été gérée et du coup, déjà, est-ce qu'elle a été gérée et si oui, comment? Alors, les contraintes des métiers sont très connues. Chez nous, on n'a pas découvert hier que un comptable est dans un bureau toute la journée, qu'un mécanicien est sur un avion. Je pense qu'il y avait une évidence. Les mécaniciens n'ont pas posé de résistance aucune, parce qu'ils comprennent très bien que leur outil de travail est sur le tarmac. Et il en va de même pour les gens qui gèrent les passagers en direct. Donc, honnêtement, on n'a pas eu un débat à ce niveau-là. On a plus eu une inégalité, une perception d'inégalité dans ceux qui étaient équipés et ceux qui ne l'étaient pas. Et donc la demande qui avait été faite, c'est de dire équipez-nous tous d'ordinateurs portables, comme ça on sera tous sur le même pied d'égalité. Et le deal au début était très simple, on n'équipera pas pour le télétravail. Vous êtes équipés, tant mieux. On a une politique de mobilité, donc on équipe au maximum tout le monde sur des ordinateurs portables, mais ça se fera dans le temps.
Voilà, on n'a pas mis les moyens pour le télétravail. Donc ça a été clair depuis le départ. Je pense que à un moment, voilà, on a tous des avantages et des inconvénients en fonction des métiers. Les gens qui sont sur la piste en bas de leur avion, ils sont très heureux d'être là et ils ne courent pas après le télétravail. Moi, j'aimerais rebondir sur ce que tu viens de dire. C'est l'appréciation qu'il y a au niveau du télétravail. Pour moi, en fait, quand quelqu'un travaille dans une entreprise, il a une obligation enfin après sur le service c'est plus simple, mais de moyens, de résultats. Et aujourd'hui, c'est pas parce que tu es en télétravail que tu es en télétravail pour garder tes enfants. Et je pense qu'il faut bien faire la différence entre les deux. C'est pas parce qu'une personne demande d'être en télétravail qu'elle est en télétravail pour garder ses enfants, ou qu'elle est là pour justement faire de la menuiserie chez elle. Et je pense que globalement, si elle est à ce niveau-là, ça montre en tout cas quelque chose qui soit un manque d'implication, soit de la sous-charge de travail qui amène en fait à ce genre de réaction. Et je pense pas que ce soit parce que tu es chez toi que justement tu vas moins travailler. Je pense que le problème est beaucoup plus profond si en fait il y a des comportements de ce type-là à la maison. Donc je pense que le comportement à la maison de se dire quand je suis en télétravail, je suis en congé. En fait tu le retrouveras d'une autre manière au boulot. Et ce que je pense que en entreprise, le devoir qu'on a, etc., c'est justement en fait pour moi de donner envie aux personnes de venir travailler en réalité. Et par quoi ça passe? Ça passe par justement essayer. Je dis pas que c'est toujours ainsi, mais passer par un bon équipement, on va dire une manière de vivre dans le travail avec qui est convivial, où les gens se sentent bien, etc. Et enfin, pour ma part, je le disais, chez nous, il y a le télétravail est limité. Et pourtant, et je peux l'affirmer, pourtant, un grand nombre de salariés prennent pas du tout de télétravail dans leur semaine, ou 1 ou 2 jours. Et on n'a jamais eu une seule personne qui a fait une demande de 10 jours de télétravail d'affilée. Et en fait, et si c'était le cas, on a eu une fois, enfin c'est pas vrai, il y a eu une personne qui l'a demandé, c'est parce qu'il y avait un malaise sur quelque chose de très personnel, et auquel cas ça a permis d'identifier quelque chose qu'on a pu aborder et qui était en fait un cas relativement exceptionnel, qui n'était pas du tout lié à un malaise interne. Mais donc tout ça pour dire que je pense que si en fait tu as un cadre de vie qui est adéquat, dans lequel tu te sens bien, etc., et sur lequel en fait les gens ont envie de venir travailler, le télétravail pose pas de problème. Et oui, si par exemple à 10 heures tu dois être chez toi parce que tu as le plombier, et que oui, c'est toujours quelque chose, une contrainte qui se passe, et que tu dois être là, et que tu prévois de faire du télétravail à ce moment-là, et que tout le reste du temps tu es suffisamment aguerri pour pouvoir faire bien ton travail, c'est cool. Après, je vois aussi d'autres personnes, il y a des personnes qui sont pas forcément équipées et qui fuient parce qu'ils sont il y a des personnes qui sont assez jeunes et qui sont en colocation chez eux, et qui justement ne souhaitent pas faire du télétravail parce qu'ils sont dérangés, etc. Et qui pour moi montrent en tout cas une certaine forme d'implication. Donc voilà, je pense c'est ce que Ouais, ok. Moi, je suis d'accord avec les fonctions terrain. Il n'y a pas de sujet, il n'y a pas de débat. Un mécanicien, un jardinier, si j'ai une entreprise de paysagiste ou autre, il n'y a pas de débat. Il peut pas faire de télétravail. C'est sa fonction même qui définit ça. Donc ça, il n'y a pas de souci. Mais quand même, on soulève dans vos propos. Moi, je reste quand même sur cette chose d'inégalité. Inégalité dans le matériel, puisque tu l'as dit, vous équipez pas tout le monde, tous ceux qui sont éligibles ne sont pas forcément équipés en téléphone, en ordinateur portable, et même voire en ligne téléphonique, professionnelle, etc. Et ne sont même peut-être pas équipés chez eux d'un endroit où se poser pour travailler sereinement. Donc certainement que ça les arrange de rester au travail, certainement. Et du coup, moi, ça me laisse quand même sur cette image d'inégalité, d'inéquité même, face au télétravail, parce que il y aura toujours une frange de travailleurs éligibles. Donc, on va parler du tertiaire surtout, du service des sociétés numériques, etc. Où je vais avoir une classe de salariés qui va pouvoir télétravailler et avoir ce confort, sans parler de motivation, avoir ce confort d'être chez soi pour gérer ses enfants. Je dis pas que c'est l'objectif principal, je dis que c'est une conséquence. Alors que moi qui suis au bureau, effectivement, au bureau, je vais peut-être pas pouvoir partir avant une certaine heure, et du coup, je vais peut-être être stressé parce que mes gosses finissent à telle heure, il faut que j'aille les chercher. Donc peut-être que aussi cette inégalité, pour moi, elle reste proéminente dans le fait de ne pas mettre tout le monde dans une entreprise éligible, tout le monde sur le même pied. Donc après, voilà, moi je trouve que c'est un surcoût pour l'entreprise, un surcoût pour le salarié qui doit peut-être s'équiper lui personnellement. Je me vois mal, moi employeur, acheter
un petit bureau chez Farid Discount ou quoi pour mon salarié. Donc, je trouve quand même qu'on reste, même si certains arguments sont convaincants, notamment sur l'engagement dans la société. Je remets pas ça en question, mais je trouve quand même qu'on reste sur ce pied d'inégalité, justement, où j'ai certains qui vont avoir la capacité de le faire parce qu'ils ont tout ce qu'il faut et qu'ils sont équipés et qu'ils ont un chez eux un peu tranquille, et ceux qui ne peuvent pas le faire, et du coup peut-être créer justement un peu plus de frustration. Donc après, voilà, on peut dériver aussi sur ce sujet-là de comment je manage quelqu'un aussi qui est en télétravail. Comment je vérifie son travail, comment je fais des réunions constructives, comment je transmets mon savoir, etc., etc. Alors, le problème du télétravail aussi, ça peut être à l'inverse. C'est-à-dire que moi, j'ai des personnes qui comptent pas leurs heures. Et moi, je suis la première. C'est à mettre une limite entre la vie de famille et justement le travail, c'est très très compliqué. Moi, mes enfants sont grands, donc c'est assez piégeux. Je vois pas l'heure qui tourne, et puis il y a le repas préparé, 19h, 19h30, 20h. Donc, et j'ai beaucoup de personnes qui sont dans mon cas. Alors, c'est souvent effectivement des fonctions support administratives, mais j'avoue aussi que moi, personnellement, je travaille plus efficacement à la maison sur des sujets de fond. Quand vous êtes DRH, vous êtes tout le temps sollicité. Donc moi j'attends, quand je suis sur Montréal du coup, j'attends que tout le monde parte pour pouvoir travailler vraiment sur des sujets un peu complexes qui méritent de regarder un petit peu la réglementation. Donc c'est confortable en fait pour certaines personnes qui ont des postes où on a besoin en fait d'être concentré, de pouvoir justement travailler les dossiers de fond à la maison. Mais après, c'est vrai que malheureusement, ça ne s'applique pas, comme je disais tout à l'heure, à toutes nos équipes. Nous, voilà, je parlais des Gares de Nord, mais aussi on a une équipe qui fait des écotours avec des touristes. Bon, là, clairement, ils peuvent pas télétravailler. En revanche, il y a toute une partie aussi réponse aux clients, réservation, tout ça. En revanche, ils peuvent le faire chez eux. Alors nous, on a mis en place une prime, notamment dans le cadre des 3 mois de travaux qu'on a dû réaliser. Et du coup, les gens se sont retrouvés en télétravail malgré eux. Une prime, en fait, pour compenser l'abonnement. Voilà. Après, on n'a pas équipé plus que ça les domiciles de tout à chacun, parce qu'effectivement, ça représentait un budget énorme. Mais voilà, au moins, les gens, en fait, ils reçoivent une prime tous les mois pour compenser leur abonnement. Alors moi, je trouve qu'il y a un point intéressant qui a été abordé, c'est la notion d'heures de travail. Donc, tu as mentionné que tu comptais pas forcément tes heures, et c'était encore plus vrai quand tu le faisais à la maison. Moi, je pense que c'est une question aussi importante. Ça, c'est la notion d'heure de bureau, où tu dois être joignable à la maison, etc. Pour ma part, moi, quand tu occupes des fonctions de cadre, et au final, c'est plus le résultat que vraiment la présence qui va être jugée. Au final, effectivement, là, souvent, c'est plus facile pour nous de faire du télétravail. Parce qu'on nous donne de base beaucoup plus de liberté. On n'a pas d'horaire fixe, on est beaucoup plus libre. Mais du coup, le revers de ça, c'est ce qui s'est passé pendant le Covid, c'est que il y a des fois ou des organisations d'entreprise où on peut forcer aussi le télétravail sur certains moments, durées, parce que par exemple il y a des travaux, parce que à un moment, on veut économiser de l'argent, on grandit rapidement, et puis on n'a toujours pas de local, donc on va faire des bureaux alternés. Et là, je trouve que quand ça devient imposé, finalement, qu'on te force à travailler chez toi, et qu'effectivement, comme on disait, d'un point de vue équité, tout le monde n'a pas forcément un bureau pour travailler sereinement.
Là, je trouve que ça devient potentiellement problématique. Mais bon, voilà, on rentre dans un cadre un peu différent du cadre sur lequel on a échangé précédemment, où effectivement le salarié avait soit un jour défini, un nombre de jours défini, soit effectivement un nombre de jours illimité. Mais ça restait à la demande du salarié. Mais quand les rôles s'inversent, je pense qu'il y a aussi un débat sur à quel point c'est légitime pour une entreprise, un employeur, de forcer quelqu'un à travailler depuis chez lui. Voilà. Je voulais juste revenir sur un aspect qui avait été mis en place et sur la notion d'inégalité par rapport aux moyens mis à disposition des gens. Pour moi, il y a une question et une analogie, enfin un parallèle qui pourrait être fait, c'est par rapport au déplacement des personnes qui viennent au boulot. Est-ce qu'aujourd'hui ils sont tous égaux dans leur faculté de venir au travail, et surtout aujourd'hui en Polynésie, est-ce qu'une personne qui vient de Taravao est à la même égalité que la personne qui vit à Papeete à côté des bureaux? Est-ce qu'une personne qui a pas forcément les moyens de se payer un véhicule et qui doit venir en 50 cm3 depuis Paia a les mêmes moyens que la personne? Et pour moi, est-ce que cette inégalité aujourd'hui est une inégalité qui est gérée en tant que telle par l'entreprise et j'ai envie de dire pas forcément. Oui, il y a des fois des primes qui peuvent être mises en place pour faciliter la mobilité, etc. Tel que ça a été aujourd'hui le cas pour le télétravail. Mais aujourd'hui, c'est comme je dis, bon, le focus pour moi sur le télétravail, c'est si tu te sens bien en fait dans enfin c'est pas forcément chez soi, hein, c'est quel que soit l'environnement hors travail. Si tu te sens bien et si tu te sens à l'aise de travailler là-bas parce que c'est plus confortable pour toi, tant mieux, fais-le. Et je pense que c'est surtout ça l'optique. Et oui, c'est vrai, c'est pas accessible à tous. Et ça, en fait, ça dépend de la fonction. Oui, forcément, un pilote, il peut pas travailler. Sa fonction veut qu'il puisse pas travailler. Par contre, je vais donner un exemple. Il y a des techniciens dans une autre structure qui est sur Géocal. Il y a des fois où globalement ils ont aucune installation sur la journée. Et ça arrive, ils ont juste du paramétrage à faire sur l'ordinateur. Ils me disent Thibaut, je peux rester à la maison. Mais en vrai, oui, enfin, je vois pas du tout où est le souci. Donc, si tu travailles mieux et que il y en a un, par exemple, qui est de Taravao, et si pour lui c'est beaucoup plus pratique de rester chez lui, à Taravao pour faire le paramétrage et qu'il gagne temps et qu'il est dans un environnement confortable pour lui, je n'ai aucun souci avec ça. Et je pense que c'est le fondement même du télétravail est basé sur, d'une part, la partie culture d'entreprise. Je pense qu'il y a une grosse facette sur la partie culture d'entreprise, mais également sur la confiance qui peut être accordée avec les personnes avec qui on travaille autour de nous. Donc, je vais te répondre. Ah, justement, moi, le débat, il est aussi sur la culture d'entreprise. C'est que, bon, il y a deux visions différentes du télétravail, tous les deux. Il y en a qui la contrôlent. Toi, t'as décidé de la mettre de manière illimitée et assez libre. Chez Air Tahiti, vous êtes plutôt sur des jours contrôlés avec des règles très strictes. Vous avez quand même deux visions différentes. Mais du coup, il y a aussi cette notion, tu as parlé de culture d'entreprise. Moi, je vois pas comment tu peux installer une notion de culture d'entreprise si, de manière générale, demain, la moitié de tes collaborateurs se disent, moi, je passe la moitié de mon temps chez moi. Où est la solidarité? Comment tu crées cette culture d'entreprise et comment tu arrives à créer une équipe? On a la preuve, c'est que après, on est obligé de faire des journées de cohésion. En réalité, moi, mes journées de cohésion, selon moi, elles doivent se faire tous les jours quand mes collaborateurs arrivent au bureau. Donc, en fait, la question de la culture d'entreprise, oui et non. C'est-à-dire que, dans un sens, si tu as besoin, entre guillemets, d'être chez toi pour quelconque raison, d'accorder des jours de télétravail parce que c'est pratique, etc. Moi, encore une fois, je respecte à fond cette stratégie. Mais en même temps, je vois beaucoup d'aspects négatifs qui font que moi, par exemple, je l'ai pas du tout mis en place. On me l'a réclamé plusieurs fois. C'est des niettes catégoriques parce que on est une start-up, 10 personnes. Et je trouve que c'est important justement pour installer cette cohésion, ce passage d'énergie, cette facilité d'aller interagir les uns avec les autres, d'être au bureau le plus possible. Alors, je dis pas qu'il faut, mon propos, il n'est pas de dire on doit être au bureau le plus possible. C'est pas ça. Si j'ai un collaborateur qui me dit je dois aller chercher mes enfants, ma nounou est malade, je dois aller chez le médecin entre 10 et 11, il fait ce qu'il veut, le collaborateur. Moi, j'ai pas vraiment de principe là-dessus. Mais voilà, tu m'as parlé de culture d'entreprise et moi, je voulais savoir justement, Thibaut, dans ce cadre-là, pour alimenter un peu le débat, si demain, la moitié de tes collaborateurs partent en télétravail, la moitié du temps, comment tu fais, toi, pour créer cette culture d'entreprise et cette sociabilisation, ce rôle qu'a l'entreprise d'être
un lieu social et de partage et de cohésion. Ok, ben, en réalité, déjà, je pense qu'il y a la nature des postes. Il n'y a pas besoin de télétravail pour devoir le créer. On parlait de Coral Garners, il y a des personnes, ils sont tout le temps sur le terrain, d'autres, ils sont tout le temps au bureau. Donc, de façon factuelle, il y a des personnes, et pareil pour les pilotes, il y a des gens, ben, t'as des personnels administratifs et il y a des pilotes qui potentiellement se croient jamais. Et pourtant, il faut que, si on part sur cet aspect culture, il faut que la culture soit transmise. Donc aujourd'hui, si on réfléchit de cette façon-là, ça veut dire que le lieu n'induit pas forcément la culture. Je pense que la culture, c'est plus une notion de vision, c'est une notion de dire on avance vers ce point-là, etc. Et on avance tous dans la même direction. Après, sur le fait de pouvoir avoir une cohésion, je pense que ça va dépendre aussi de la grandeur d'une entreprise. Je pense que il y a des groupes de cohésion qui sont nécessaires pour que ça travaille correctement ensemble. Donc, je veux pas parler pour eux, mais je pense que, par exemple, parce que Garner, c'est les personnes qui sont plus sur le terrain, ben, c'est important qu'ils s'entendent bien, vu qu'ils se voient tous les jours, etc. S'ils s'entendent moins bien avec une personne plus administrative qui voit jamais, est-ce que c'est dramatique? Est-ce que ça impacte? Peut-être, mais c'est peut-être moins impactant. Mais pour répondre à la question, je pense que, enfin, en tout cas, pour ma part, je pense qu'aujourd'hui, je suis beaucoup plus fier de me dire que la personne a envie de venir au travail et justement de me dire que, pour moi, c'est ça le game où t'as réussi, c'est de te dire, ben ouais, la personne, tu peux lui mettre un jour illimité de télétravail, la personne vient quand même. Et ce que je trouve qu'il faut pas mélanger non plus, c'est la notion de culture d'entreprise et de cohésion avec la notion de productivité et de travail. Et en réalité, aujourd'hui, c'est pas parce que tu es en télétravail que globalement c'est YOLO. C'est pas ça qui est dit. C'est là où je pense qu'il y a aussi une notion de cadré. Par exemple, là, nous, nos horaires de travail, ils sont assez flexibles. Tu peux venir entre 7h et 9h. Et après, c'est la fin de travail, c'est à 16h. Donc, ce qu'on veut absolument garantir, c'est en tout cas un cadre de travail dans lequel, en tout cas, là, en l'occurrence de 9 à 16, tous les collaborateurs sont in et peuvent, enfin, s'il y a une réunion qui est mise en place, ben, ils doivent être présents à la réunion. S'il y a une nécessité de demander une question à quelqu'un, ben, la personne doit être active pour le faire. Je pense que ça, c'est deux choses pour moi qui sont pas, enfin, pour ma part, c'est pas, désolé, j'ai peut-être parlé pour, non, mais... juste alors, chez nous, alors, encore une fois, le télétravail, c'est pas une obligation, hein. Moi, j'en fais pas, hein. Honnêtement, je le promeux tous les jours dans la structure, mais je n'en fais pas. Mais ça m'est personnel. Je considère que ma fonction est difficilement compatible dans le fonctionnement de l'entreprise, chez nous en tout cas, dans cette logique-là. Mais on n'est pas non plus parti d'un principe de se dire que les gens en ont besoin. C'est pas un besoin le télétravail. C'est un mode de travail qui est particulier, qui n'est pas pour tout le monde. Et qui, du coup, nous, on doit composer avec l'ensemble des effets de génération qu'on a, avec l'ensemble des populations en termes de distance. En fait, pour nous, c'est juste une flexibilité comme une autre. On fait aussi des aménagements d'horaire. C'est une flexibilité parmi d'autres. Il y a du temps partiel. Et donc, pour moi, le télétravail, ce n'est rien de plus que ça. Je pense qu'on en fait un grand concept parce que il y a des chartes, c'est très à la mode, notamment chez les grands groupes. Mais ça n'a absolument pas plus de portée que ça. Il y a des salariés qui en ont besoin. On répond aux besoins. Il y a des salariés qui n'en ont pas besoin, mais ils le prennent pas. Et c'est vrai, je rejoins. La plupart des gens posent des fois des jours de télétravail, ils ne les prennent pas. Parce que ils ont, voilà, un nouvel objectif aujourd'hui. Il y a une réunion qui est tombée. Ça ne devient pas un impératif. Moi, j'ai pas de gens qui disent, non, aujourd'hui, tu bouges ta réunion parce que tu comprends, j'ai télétravail. Non, ça marche pas. Donc, et j'ai jamais entendu ces propos-là. Mais je pense qu'il faut pas partir du principe que les gens en ont besoin. Parce que c'est là où, en effet, on peut se dire, bah, j'y réponds pas, donc je ne réponds pas aux besoins de mes salariés. Mais c'est pas vrai. C'est pas un besoin. Et encore une fois, je pense que les salariés ont des fonctionnements tous différents les uns que les autres. Et la culture d'entreprise, moi, j'en fais pas un principe de la culture d'entreprise, hein. C'est pas parce que RTT fait du télétravail qu'on va tout de suite être moderne et qu'on va être ancré en 2025. Loin de là, nous, l'idée. Par contre, un exemple, quand le pays a été fermé pendant 1 mois, s'il n'y avait pas eu de télétravail, et on a découvert Teams à ce moment-là, parce que Teams s'était installé tous sur nos PC, mais on savait pas c'était quoi. Quand les frontières se sont fermées et que la boîte a dû continuer parce qu'il y avait des avions en vol, heureusement qu'il y avait le télétravail. Parce que sinon, la structure se serait arrêtée et on n'aurait pas pu travailler. Donc ça, quelque part, ça peut, pour nous, les week-ends, les jours fériés, et qui sait qu'on appelait en mois de mai, ça nous sauve, nous, quand il y a du télétravail, parce que clairement, on a une continuité d'exploitation. Donc encore une fois, c'est un mode de travail, mais il faut pas en faire un concept plus compliqué que ça. Si on n'y répond pas, moi je connais plein de DRH qui sont absolument contre, qui me disent non mais moi chez moi jamais de la vie. Je dis mais c'est ton droit. Mais regarde juste que ta population dans ton entreprise en a besoin. Parce que sinon ils iront le chercher ailleurs. Hein. C'est aussi simple que ça. Et on parle du télétravail, mais on parle des avantages en nature, on parle de plein d'autres choses. Je dis tout ça c'est un package.
Moi, j'ai des salariés, des futurs candidats quand ils viennent en entretien. C'est drôle, maintenant, ils commencent par quels sont les avantages de la compagnie. Il y en a un qui est très connu, hein, on le citera pas là. Mais évidemment que le télétravail allait vite, mais la mutuelle aussi. La mutuelle, ça fait partie d'autres avantages en nature que les grands groupes sont capables d'offrir. Et en ce moment, on parle plus de ça parce que la santé a un coût que du télétravail. Voilà. Et justement, au niveau du recrutement, est-ce que vous avez vu des choses, des demandes qui changent? Alors, je vais répondre de ma part vite fait, mais il y a un effet de génération. Je ne vais pas vous mentir. La population 20-35, ils parlent du télétravail. Les autres, s'ils n'ont pas pratiqué avant, ils n'en parlent pas. Okay. Par contre, une fois qu'ils y sont, ils voient leur voisin. Ah, tu fais du télétravail? Ouais, pourquoi pas. Mais il n'y a pas, encore une fois, c'est pas naturel. Moi, c'est pas le premier mot qui sort d'un entretien de recrutement. Mais moi, ça me choque pas. Ça choque certains de mes managers, hein, je vous cache pas. Bon, pour ma part, le télétravail, c'est quelque chose qui est demandé, mais c'est pas, je pense pas que ce soit quelque chose qui va amener à dire je viens travailler pour vous parce que vous faites du télétravail, quoi. Et je pense que les vrais avantages en nature, ils ont été cités, c'est la mutuelle, qui est assez fort, et puis d'autres avantages, ça plus pécunier, etc. Mais le télétravail, c'est juste des fois le truc en plus, mais il y a pas un employé qui m'a dit je viens chez toi parce que tu as du télétravail. Et si c'est le cas, je m'interrogerai quand même fortement sur sa vraie motivation de rejoindre l'entreprise. Donc, voilà. Moi, c'est un sujet, surtout en effet dans les jeunes générations qui passent des entretiens où le télétravail. Est-ce que j'ai un jour de télétravail par semaine? Et j'ai même quelques candidatures de France qui me disent c'est obligatoire. Bon, la législation n'est pas la même. Hein. Il y a parfois des obligations. Alors j'en sais rien. Je m'intéresse pas vraiment à la législation métropolitaine dans ce cadre-là. Je sais que la législation polynésienne n'est pas encore tout à fait au point à ce niveau-là. Donc on a la chance d'avoir deux entreprises, même voire plusieurs, qui sont en avance par rapport aux législateurs. Donc voilà, mais moi, au niveau des entretiens, je balaye la question assez rapidement, peut-être sur des sujets qu'on évoquera un peu après en fonction du temps, mais notamment en termes de confidentialité et de typologie aussi de travailleurs, je pense. Donc moi, les postes que je propose sont pas très adaptés au télétravail. Moi, je contredirais juste un petit peu ce que tu as dit avant, que c'est pas un gros avantage. Dans les boîtes type tech en mode start-up, très souvent, c'est quelque chose, surtout en plus des jeunes générations, qui fait la différence potentiellement. Et je sais que pour ma part, c'était un des avantages qui mettait en avant quand je travaillais encore en métropole. Le fait vraiment, de façon explicite, de dire, nous, on propose du télétravail une fois par semaine, voire plus selon les cas. Et si vous avez, parce que je sais que vous pouvez avoir des contraintes d'enfants, des contraintes de livraison, vous faites livrer quelque chose, vous voulez être là pour la réception, etc. Et c'était complètement assumé de dire oui, en fait, le télétravail, c'est un avantage. Ça vous permet de faire ça à côté. Et de toute façon, nous, on regarde pas les horaires de travail. On regarde pas où vous travaillez. C'est juste une relation de confiance, comme tu as dit. Par contre, c'est quand même un avantage qui était mis en avant, en plus du matériel qui était promis du coup à l'embauche. Donc voilà, je fais juste un petit contre-argument sur ça. Alors nous, notre particularité, c'est qu'effectivement, on a beaucoup de contrats freelance. Donc là, on ne parle pas de 1 ou 2 jours de télétravail, c'est 100% télétravail. Et c'est vrai que c'est très attractif, et notamment pour des très très bons profils. On a des personnes qui travaillent au Canada, aux États-Unis, donc ils facturent en fait au nombre d'heures travaillées. Donc c'est vrai que c'est un régime un peu particulier, mais ces personnes-là, elles sont 100% remote, comme on dit. Et c'est très attractif effectivement, notamment pour les nouvelles générations. Voilà. Donc, et nous, ça va peut-être vous faire tomber de la chaise, mais dans ce qu'on propose en plus, alors nous, on n'a pas de mutuelle. En revanche, on offre la possibilité aux personnes qui sont entre guillemets expatriées, qui viennent travailler sur Moorea, 3 mois de télétravail dans l'année.
On offre le billet d'avion retour dans leur pays d'origine et on leur permet donc de travailler 3 mois en remote total. Voilà. Oui, là j'ai 3 personnes actuellement en métropole qui travaillent en remote et qui ont des postes clés. On a notre juriste qui travaille notamment sur les contrats d'assurance pour nos gardeners. Et c'est même plus facile pour elle parce que c'est des contrats d'assurance internationaux, mais c'est des boîtes qui sont situées en métropole. Donc ça facilite sa tâche. Elle revient là au mois de juin et elle repartira probablement encore en France. Dans la mesure où effectivement il y a un peu un vide juridique, ce serait plutôt des accords collectifs, je pense, à voir justement avec les représentants des sociétés, discuter autour d'une table ronde avec les modalités de la mise en place du télétravail. Et je pense qu'effectivement l'idée c'est peut-être pas d'imposer, mais de permettre à ceux qui le souhaitent de télétravailler. Voilà, nous c'est vrai que on a vraiment un régime un peu particulier, donc je vais laisser le micro. Ouais, moi j'ai une position un peu particulière parce que vu que je suis pas tenté, moi ce que je défends ce soir c'est plus la promotion finalement de pas télétravailler quand on n'est pas tenté. Donc c'est un peu voilà, c'est un petit peu décalé avec mes collègues, mais voilà, moi j'essaye de promouvoir du coup un petit peu le travail en coworking pour ceux qui sont tout seuls à travailler depuis la maison. Du coup, je suis moi-même dans une association qui propose du coworking justement pour limiter les frais, parce que c'est aussi un des sujets principaux quand on est en patente, c'est est-ce qu'on peut se payer un bureau, sur combien de temps, etc. Donc moi je défends plus le fait d'ici, je sais pas, en termes de législation, il y a des choses à faire pour encourager ou faciliter le fait que les indépendants puissent facilement accéder à des espaces de travail partagés. Donc voilà, je suis un peu en marge. Il y en a plein qui ont poussé ces dernières années. Après, faut avoir quand même une activité bien installée pour pouvoir régulièrement, en tout cas, avoir un bureau fixe. Grâce à l'association dans laquelle je me suis retrouvé, ça permet d'y arriver, mais c'est vrai que c'est compliqué de trouver des locaux parce que en gros, il faut des beaux semi-commerciaux, semi-professionnels. Et c'est très compliqué avec l'immobilier aujourd'hui de pouvoir constituer un petit collectif et pouvoir avoir un espace de travail partagé sans que ça nous coûte trop cher. Mais ça se fait. Du coup, moi, au niveau du législateur, je sais qu'en Polynésie, on est un peu les parents pauvres du droit français au sens très large du terme, parce que dans beaucoup de territoires, c'est des choses qui sont déjà mises en place. Mais plus que le législateur, moi, je pense que ça. Alors déjà, c'était pas prévu à la base. Je pense que le Covid a eu un effet. Moi, je l'ai connu à l'époque en tant que directeur financier du groupe Tahiti Travel dans le tourisme, mais c'est vrai que ça a sauvé nombre d'entreprises de pouvoir le faire, ce fameux télétravail. Ça les a sauvés, ça leur a pas permis d'exister, etc., ou de forcément rebondir par la suite, mais sur le moment, c'était nécessaire, bien que certaines ont survécu grâce au télétravail et dans un environnement normal, on va dire, auraient peut-être dû mourir, parce que c'est aussi le rôle d'une économie, de faire un peu le tri parmi les entreprises trop fragiles pour tenir, mais ça, c'est un autre débat. Plus que le législateur, ça pose un problème pour moi légal presque, parce que Thibaut, il parlait des transports tout à l'heure. Une personne qui vient travailler dans mon entreprise a un accident sur
transport entre chez elle et le lieu de travail, ça s'appelle comment? Un accident de travail. On est d'accord. La personne qui est chez elle à faire du télétravail, elle se dit bon bah tiens, j'ai 5 minutes, je vais aller couper un petit morceau de bois, et elle se coupe le doigt. Ah, mais le législateur polynésien aujourd'hui, il l'a pas prévu. Ah oui. Non, moi je parle de ici. Donc les grands mots de mes collègues d'à côté, de dire que c'est génial et que c'est fabuleux d'être chez soi et puis que ça a pas trop d'importance et ça a rien à voir avec la motivation. Oui, ok, mais ça te permet quand même de faire des trucs que tu peux pas faire au bureau et du coup à l'employeur de prendre un risque qu'il ne maîtrise pas. Et moi je posais la question à Thibaut ce soir au niveau de son assurance RC professionnelle. Comment tu as réussi à couvrir ce risque-là? Non, mais je le fais sur le ton de la blague. On se connaît très bien avec Thibaut, hein, vous inquiétez pas, il n'y a pas d'animosité entre nous deux. Non, mais moi je veux, parce que plus que le débat, je veux que ça puisse aussi vous servir dans vos diverses boîtes et pourquoi pas à moi si un jour je change d'avis. Mais du coup, comment tu as réussi toi à ce niveau-là? Alors il y a le législateur, mais je rebondis là-dessus pour en profiter. Au niveau assurantiel, au niveau, je vais pas dire du contrôle du travail, hein, mais au niveau de je contrôle ce que font mes salariés quand même un minimum, parce qu'il y a un lien de subordination hein, qui est réel. Comment tu peux vérifier et faire gaffe que ils fassent pas n'importe quoi quand ils sont chez eux et qu'ils se blessent pas et que tu te retrouves pas au tribunal avec ta responsabilité pénale engagée face à un accident de travail qui aurait finalement jamais dû avoir lieu. Voilà. Donc pour répondre d'abord à la question initiale sur la partie législative, je trouve que c'est dommage d'aborder de façon rigide quelque chose qui se veut à la base flexible. En réalité, dès le moment en fait où le télétravail va commencer à aller sur une législation de plus en plus forte, de plus en plus cadrée, je pense que c'est le moment même où cet avantage va petit à petit disparaître. Pour répondre à ta question, en réalité, j'ai pas vraiment de réponse, mis à part le fait que, en tout cas dans le cadre des activités qui se passent chez moi, je pense qu'aujourd'hui la probabilité qu'un employé se blesse au bureau est potentiellement tout aussi égale à celle qui se blesse que lorsqu'il est chez lui. Après, oui, s'il commence à couper du bois dans son jardin pendant qu'il devait être au boulot, et là on repart sur la notion de confiance. Je sais pas trop. Franchement, je sais pas trop quoi répondre. Je dirais à part me dire, qu'est-ce qu'il faisait à 13h à couper du bois et puis il me dit j'avais besoin de déléguer ça, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai pris mon télétravail. Je dirais merde alors, et en fait ce sera je sais pas à quoi de répondre d'autre. Ça fait partie peut-être des risques que je prends pour pouvoir assurer une certaine qualité de travail supplémentaire. Mais comme je le dis, j'essaie de fonder sur la confiance au niveau de ce qu'ils font lors de leur télétravail. Jusqu'à présent ça n'a pas forcément porté préjudice, donc j'espère que ça continuera comme ça. Alors, il y a un cadre légal du télétravail, d'accord? Il y a une loi de pays qui est sortie en janvier 2025. Moi, je faisais partie de 9 DRH qui avons signé un courrier à la demande de la ministre du Travail de l'époque pour lui demander de légiférer sur ce sujet. Il y a quelques articles qui ont été changés dans le Code du travail, donc c'est bien cadré. Et le vrai sujet, en effet, c'est le sujet de la CPS, et notamment la prise en charge d'un accident du travail. Donc, encore une fois, c'est pas parce que vous êtes sur votre lieu de travail que forcément il y aura une prise en charge de la CPS. La logique est la suivante. Tout employeur doit déclarer son accident du travail dans les 72 heures. Et c'est la CPS qui décide si elle considère que ça allait ou pas. Je vous donne un exemple. Moi, j'ai 300 PN qui se baladent tous les jours dans le monde entier. Et je peux vous dire qu'en fonction d'où ils se situent quand ils déclarent un accident du travail, ça fonctionne et des fois, ça fonctionne pas. Quand tu es en train de descendre d'un avion et que tu te blesses, ça fonctionne. Quand tu es au ski, ça fonctionne pas. Donc, il faut être clair sur le sujet. La CPS est très vigilante sur ces prises en charge. Et nous, on a un courrier écrit de la CPS qui nous explique bien que même en télétravail, à partir du moment où c'est dans une relation du travail, que en effet la personne n'est pas en train de faire son jardin ou récupérer ses enfants, et que c'est un lien avec son travail qui est dans le poste qui lui est dédié, qu'elle a prévu de l'être, ça sera analysé comme tel. Maintenant, ils te disent pas à tous les coups, nous prendrons en charge. Chez des accidents du travail qui se situent dans les locaux, dans les bureaux, j'en ai 25 par an malheureusement, et j'en ai souvent qui sont refoulés. Donc on n'a pas attendu le télétravail, mais la CPS est très vigilante dessus. Elle en fait chez elle aussi pour ses salariés, donc elle connaît le dispositif, et donc c'est sûr que ça fait partie des choses qui sont analysées un peu plus précisément.
Mais il n'y a pas de risque supplémentaire pour nous, parce qu'en effet, être dans un bureau, on peut se blesser, être à la maison, on peut se blesser. Je pense que les gens sont un peu plus vigilants chez eux parce qu'ils savent qu'il y a un risque plus élevé de non prise en charge que quand ils sont dans un bureau. Et encore une fois, je pense plus que ça réduit les accidents de trajet, comme tu disais, entre son domicile et son travail. Moi, j'en ai beaucoup de circulation, et ça réduit ce risque-là aussi. Voilà. Surtout les gens qui habitent loin. Moi, j'ai des gens qui habitent à la Presqu'île et qui se lèvent à 4 heures tous les matins. Et je pense qu'on réduit de manière significative ce risque pour ces personnes-là. Voilà. Donc, il y a un cadre législatif. Il n'est pas large. Moi, je connais celui de la métropole. Il est beaucoup plus large. On n'en est pas encore là, mais on s'en est inspiré pas mal. Et ensuite, aux entreprises de mettre en place les bonnes pratiques pour faire en sorte que ça évolue dans le bon sens. Peut-être qu'on n'ira pas jusqu'à faire du full télétravail comme on en fait dans certains pays, parce qu'on a aussi une limite culturelle, hein, pas se mentir. Le travail est important chez les gens qui sont ici. Quand on travaille déjà plus de temps qu'en métropole, par exemple, on travaille 39 heures, la part du travail est importante dans la vie quotidienne des gens. Et moi, je le vois pour des gens qui vivent ici comme des gens qui viennent d'ailleurs. C'est sûr que voilà, la part qui est réservée au travail est importante. Donc voilà, c'est pas plus que ça. Il n'y a pas plus de risques, selon moi, dans les accidents nous qu'on traite. Okay. Merci beaucoup. On va prendre quelques questions s'il y en a. Et après, on va passer à l'apéro. Bonsoir. J'ai pas assisté au début, j'ai raté une petite demi-heure, je pense. Très intéressant, effectivement, vous avez abordé la plupart des soucis, des sujets, avantages et inconvénients de télétravail. En fait, une question, vous avez des chefs d'entreprise en face. On parle de télétravail, vous parlez de quel type de télétravail? En fait, vous avez des outils qui sont directement en SaaS ou le cloud. L'utilisateur travaille directement de chez lui sur Internet, ou l'utilisateur se connecte à votre infra pour travailler. Quels sont les cas Alors nous, globalement, on passe beaucoup de solutions en SaaS parce qu'en effet, les fonctions de prémisse, c'est un peu compliqué en termes de connexion. Donc on est passé en effet sur beaucoup d'outils de sécurité, notamment tout ce qui est MFA. Donc on a augmenté cette partie-là. Mais c'est vrai que le proxy cloud, tout ça, on a tout développé en effet pour faire en sorte. Et c'était pas pour le télétravail, c'était pour tous les gens qui voyagent en déplacement professionnel. Et donc le télétravail est rentré dans ce besoin-là. Voilà. Mais clairement, on va être honnête, hein, le télétravail a amené aussi ce sponsor de renforcer la sécurité du travail en distanciel. Et le télétravail n'est pas le seul outil de travail en distanciel, il y en a beaucoup d'autres. Moi, j'ai à peu près 30 missionnaires qui voyagent tous les jours. Donc ça faisait partie des renforcements de sécurité. Mais je suis d'accord avec toi. Je prends juste l'exemple de la compta qui était en on-premise. Oui, ça a été lent, les temps de traitement au départ. Maintenant, on est passé en SaaS. C'est beaucoup plus safe et c'est beaucoup plus responsive, c'est sûr. Voilà. Donc effectivement, là, je pense que je vois où tu veux en venir, c'est sur la notion plus de sécurité interne au niveau des entreprises. Et, je pense que là encore, potentiellement, justement, lorsque tu n'étais pas arrivé, c'est sur peut-être les typologies de métiers. Et je pense que ça y vient aussi sur des aspects où tu as des données qui sont extrêmement sensibles, etc. Là, on va dire que ça amène une typologie de métier où oui, le télétravail peut s'avérer potentiellement un peu plus, voire même très compliqué. On le voit d'ailleurs dans tout ce qui va être métier secret défense et ce genre de choses, où là, il y a des nécessités, même sur des personnes qui ont, enfin tout ce qui va être, quand je parle de secret défense, on voit que c'est des bunkers avec des cartes d'accès, des choses qui sont très très lourdes et qui reviennent justement à cette typologie métier où là, ça rend la chose compliquée. Donc, je pense qu'en fonction des données et je vous dis la typologie, clairement, le télétravail n'est pas encore une fois de plus accessible à tous. Ça c'est vrai. Ah, moi, c'est simple, il n'y a pas de télétravailleurs chez moi. Ils sont 10, on est prêt, hein. On travaille en cloud total, on n'a aucune solution logicielle installée. Tout est dans le nuage, comme on dit. Mais moi, je suis aussi, c'est un des points que je voulais aborder, on n'aura pas forcément eu le temps, mais la confidentialité. Nous, on fait un métier de finance, par exemple, Invest in Pacific, où on traite des données confidentielles. Moi, je suis d'accord sur dire que je compte sur la confiance de mes collaborateurs. Seulement, tout le monde fait des erreurs dans la vie.
Bon, à un moment, il faut les payer, les erreurs, hein, on les assume pas, mais il y a des erreurs qui sont irrattrapables. Et il y a certains secrets des affaires qui peuvent pas sortir de la boîte. Et quand je dis la boîte, c'est des bureaux. Et notamment dans certains métiers, donc le nôtre en fait partie. Et c'est aussi pour ça que je peux pas autoriser le télétravail. C'est-à-dire que je reçois un coup de fil d'un client qui est censé être confidentiel. Dans mon contrat de travail, je mets des clauses de secret professionnel absolu. C'est-à-dire que j'ai pas le droit de parler, même avec mon conjoint ou mes enfants, de ce que je fais dans mon bureau. Ben oui, mais si je suis chez moi et que je décroche mon téléphone, si mon conjoint est aussi en télétravail, je parle du téléphone, mais voilà. Et donc pour moi, un des arguments contre le télétravail, c'est cette notion de confidentialité, de secret professionnel et de sécurité, cybersécurité et des nouvelles contraintes de cybersécurité que ça impose et de leurs coûts surtout complémentaires. Donc moi j'en ai pas, donc le sujet se fait pas. Ils ont répondu. Je vais laisser ceux qui en font en parler. Alors moi, vu que je suis indépendant, je travaille dans un coworking, donc j'ai pas trop le problème, mais ouais, j'ai des outils full remote et c'est en vérité un avantage puisque ça me permet de travailler avec des clients en France ou ailleurs d'ailleurs. Mais voilà, moi ça m'apporte un cadre pour effectivement séparer le travail à la maison et le travail voilà, professionnel. Je sais pas comment expliquer. Alors nous, les outils sont assez basiques pour l'instant et on va recruter prochainement un informaticien justement parce qu'on a aussi des données sensibles puisqu'on fait des recherches scientifiques. Donc pour l'instant, on utilise Slack, Google Drive. Donc voilà, c'est vrai qu'il y a quelques failles quand même. Et Google Meet quand on fait nos JTM, ce genre de choses. Donc voilà, mais voilà, on va y travailler. Ça fait partie aussi des projets 2025, avoir un vrai informaticien et puis répondre à toutes les questions RGPD.